merci de nous suivre jusqu'à cette étape, mesdames et messieurs. Nous sommes maintenant à 26 minutes en Afrique et dans le monde. Bonjour à vous une fois de plus. Bonjour également à nos invités, Régis Arrossi à ma droite. Bonjour. Bonjour Maël, bonjour Laurent, bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à vous Laurent. Bonjour Maël, bonjour Régis, bonjour chers téléspectateurs. Alors, mesdames et messieurs, l'actualité hors de nos frontières. Nous allons d'abord faire un tour au Togo, bien sûr. Cette actualité, le nouveau président issu de l'opposition, quel enjeu et perspective pour le pays. Nous en parlerons également. Le Niger qui rompt ses accords de renseignement avec la Russie. Qu'en sera-t-il pour les alliances avec des grandes puissances en ce qui concerne la sécurité? Nous en parlerons également avec nos invités sur ce plateau et bien sûr dans un format de 26 minutes. Je me tourne vers vous déjà pour commencer. Régis, l'élection du président issu de l'opposition marque quand même une rupture assez historique avec plusieurs décennies de pouvoir dynastique. Ce changement traduit-il une véritable alternance démocratique? Alors déjà, ce qu'il faut notifier par rapport à ce nouveau président au Togo, il faut dire que le nouveau président vient dans un contexte assez particulier. On sait que depuis plusieurs années, c'est la dynastie ou en tout cas la famille Yassimbe qui est au pouvoir avec le père qui a fait 38 ans au pouvoir et ensuite le fils qui a pratiquement fait 20 ans. Et normalement, dans la norme des choses, devait quand même et avait la possibilité de pouvoir faire un dernier mandat compte tenu des normes constitutionnelles en vigueur. Mais le contexte a fait que depuis l'année dernière, il y a eu un changement de régime. L'Assemblée nationale a voté un passage d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire qui crée un président qui a un poste beaucoup plus honorifique et un président du Conseil des ministres qui est celui qui a le plus de voix à l'Assemblée nationale et qui est désormais celui qui a le pouvoir exécutif. Alors, pour répondre à la question, dit que est-ce qu'il s'agit vraiment d'une alternance? Alors, pour moi, pas forcément, puisque quand on parle aujourd'hui d'un poste ou d'un titre de président qui n'est qu'honorifique, cela traduit bien le fait qu'on n'est pas forcément en présence d'une certaine alternance puisque le pouvoir exécutif reste toujours dans la main de celui qui était là depuis 20 ans, c'est-à-dire de Faure Yassimbe. Bien sûr. Laurent Nassara, d'un côté, sans faux semblant, le pouvoir est concentré toujours dans les mains de Faure Yassimbe, mais est-ce une mauvaise chose en tant que telle? Alors, c'est d'ailleurs par là je pensais commencer. En soi, donc, cette réforme, pour moi, n'est pas une mauvaise chose parce que, vous savez, on a tendance à penser que les choses doivent se faire telles qu'on nous a enseigné, telles que nous l'avons hérité de la colonisation ou telles que cela se passe déjà chez nous dans nos contrées. Alors, cette réforme en soi, comme je l'ai dit, avoir un régime parlementaire où il y a un président des conseils comme en Italie, comme il y a un chancelier en Allemagne. Donc, au fond, on ne pourra pas dire que c'est une mauvaise chose. Maintenant, la procédure donc, de cette réforme est biaisée. Et c'est ça il s'agit au fait. Quand on dit aujourd'hui qu'il y a rupture donc, de l'ancien système, moi, je ne pense pas. Et personne ne pourra quand même l'affirmer, puisque vous voyez un président qui veut être nommé et dont même le nom est proposé par un parti de la mouvance. Mais ça ne s'arrête pas là. On dit qu'on passe au vote et les membres donc, de ce congrès-là ont voté à l'unanimité. Mais nous voyons en Corée du Nord. Donc, au fond, même, ça paraît pas cohérent. Et, écoutez, l'Assemblée qui a fait cette modification de la Constitution, donc cette révision, qui a conduit donc à ce nouveau régime qui est parlementaire, même avait écouté son mandat. Et il a fallu que l'on prolonge le mandat de l'Assemblée. Donc, la question de légitimité se posait même au niveau de ces élus qui ont voté cette Constitution-là. Écoutez, vous prenez les grandes démocraties dans n'importe quel pays.
pour des questions majeures qui touchent au territoire, qui touchent aux institutions clés d'une république, on ne passe pas par l'Assemblée nationale. On passe par la voie référendaire. La population se prononce et désire peut-être changer de régime, alors on va aller vers un nouveau régime. Mais là, on se retrouve entre copains, des députés qui normalement ont écouté le mandat et dont les mandats ont été prolongés, et ça a été décrié par l'Assemblée nationale. Et c'est de là, je rejoins peut-être Régis, le contexte là même dans lequel on a voté, on a passé de ce régime semi-présidentiel au régime parlementaire est critique. Et les contextes sont réunis pour qu'on puisse dire aujourd'hui que c'est une mauvaise réforme. Mais la réforme qui est faite normalement, si ça suivait la procédure normale, si le peuple se prononçait normalement, si tout était fait comme nous le voyons dans les processus transparents, puisque, vous voyez, même l'opposition est exclue de certaines élections passées. Donc, si éventuellement toutes ces conditions étaient réunies, moi, je me joindrais à ces voix qui se lèvent au sein de la mouvance pour dire que nous applaudissons cette nomination. La nomination en soi n'est pas problématique, mais la procédure, donc le processus de cette réforme-là, et ce qui a suivi, quelqu'un qu'on nomme et qui déjà a 86 ans, un vieux, et on dirait aujourd'hui que c'est une marionnette juste du président qui concentre, comme l'a dit Régis, en ses mains tous les pouvoirs. C'est pas un problème puisque nous le voyons sous d'autres cieux. Si Angela Merkel a fait plus de 15 ans, près de 15 ans au pouvoir, ça n'a choqué personne. Alors, mais donnons aussi l'opportunité à des gens, à des dirigeants africains qui ont cette force-là de travailler, qui veulent améliorer certainement les conditions de vie de leur population, qui veulent voir leur pays changer, qui veulent contribuer au développement de leur pays, peut-être fait assez de temps au pouvoir, bon, dans les mesures du possible, pour quand même accomplir cela. Mais que ça soit avec l'aval donc du peuple qui retient le dernier mot. Merci à vous, Régis Arrossi. Est-ce que d'une certaine façon, l'opposition n'est pas entraînée dans un jeu politique complexe? Pourquoi parler de jeu politique complexe? L'opposition a la possibilité et a toutes les voies de pouvoir réagir par rapport à la vie politique du Togo. Et tout à l'heure, Laurent parlait d'une procédure biaisée. Alors moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que quand on regarde les faits, quand on regarde ce qui est sur le terrain, on se rend compte que tout a été fait dans les normes du jeu. C'est-à-dire quoi? La politique, on peut le considérer comme un jeu et les hommes politiques ont la possibilité soit d'agir en respectant les normes juridiques, soit en allant, disons, en griffe par force. Aujourd'hui, le président Faure Gnassingbé, qui est aujourd'hui le président du Conseil des ministres, avait la possibilité de pouvoir aller pour un sixième mandat, je pense, c'est-à-dire un dernier mandat. Et après ce mandat-là, normalement, devrait laisser la possibilité à d'autres personnes et ne serait plus éligible. Donc, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a un objectif. L'objectif, c'est de pouvoir rester pour encore un long moment. Ce qui ne serait pas le cas s'il empruntait la voie, s'il restait toujours dans ce contexte présidentiel. Et donc, il a eu cette ingéniosité-là de pouvoir mettre en valeur donc les failles peut-être de la Constitution, puisque la Constitution le permet. Ça permet à l'Assemblée nationale de pouvoir changer le régime ou le caractère donc semi-présidentiel, présidentiel ou parlementaire du Togo. Et cela a été fait dans les normes qui étaient en vigueur. Bien sûr, on aurait voulu que le peuple décide, mais là, on se rend compte que tout a été fait compte tenu de ce qui est en vigueur, ce qui arrange Faure Gnassingbé. Celui-ci a utilisé
ces liens ou ces éléments-là pour pouvoir atteindre son objectif. Et donc, c'est ce qui lui permet aujourd'hui de pouvoir se mettre comme un président du Conseil des ministres avec la possibilité de toujours être président tant que celui-ci a la majorité à l'Assemblée nationale. Renouvelable, oui, voilà, de façon indéterminée, ce qui n'aurait pas été le cas s'il était resté dans ce régime présidentiel. Et donc, c'était à l'opposition de pouvoir jouer les cartes qu'il faut pour pouvoir empêcher cela. Mais dire que Faure Gnassingbé n'a pas respecté les règles, cela est pratiquement totalement faux parce que sur le terrain et en fonction des dispositions qui étaient en vigueur, qui sont en vigueur au Togo, cela était possible. Et cela s'est fait là juste profiter de cette ingéniosité et a atteint son objectif. Je vous sens vouloir réagir. Oui, tout à fait. Je ne suis pas d'accord avec mon confrère parce que non seulement je ne sais pas s'il se met dans sa peau de politologue pour opiner. Vous savez, aujourd'hui en France, Macron ne peut pas se lever et passer de la 5e République à la 6e République sans l'aval de la population. En fait, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est une question purement juridique. Il n'y a pas de débat politique à faire. Il n'y a pas de place à des sentiments. Il n'y a pas de place à des divagations. Vous voyez, dans une procédure, si vous voulez aller aujourd'hui vers une révision de n'importe quelle loi, nous savons tous qu'il y a donc la voie parlementaire qui est ouverte et il y a la voie référendaire. Mais ce que je vais vous rappeler, au fait, toucher à l'essence même d'une république, c'est pas chose facile. Quand vous me disiez que on peut facilement, la Constitution permet donc de toucher donc à un régime par voie parlementaire, le problème est double. Ce dont je parlais tout à l'heure, donc je parlais déjà du processus qui normalement devrait suivre la voie référendaire. Mais laissons ce problème. Vous voyez, le contexte même était problématique. Vous voyez, si nous sommes dans une situation exceptionnelle, les réformes majeures ne peuvent pas être menées. Vous voyez, si par exemple vous mettez en place une institution ou une commission ad hoc, elle ne pourra pas réagir comme si elle était c'est pas légitime à prendre ces mesures-là. Normalement, une assemblée nationale, vous voyez, un parlement dont la mandature a pris fin et dont on prononce la mandature, devrait avoir des pouvoirs très limités. On ne devrait pas conférer, donc on ne devrait pas laisser la possibilité à une assemblée nationale dont le pouvoir est écouté ou qui est allé à terme et dont on a consciemment prolongé la mandature parce qu'on a des agendas cachés, mener ces réformes-là. Vous voyez, si nous étions, c'est là le débat. Les institutions en Afrique sont pas assez fortes pour s'opposer à des régimes qui ont l'arsenal militaire à leur portée, ont acquis je dirais, tous les opérateurs économiques à leur portée également. Vous voyez, si la Constitution ou la Cour constitutionnelle togolaise était dans ses rôles et devrait jouer normalement sa mission, écoutez, si normalement, donc nous étions dans cet état-là, des citoyens peuvent explorer ce mécanisme-là pour dire, niet, nous ne sommes pas dans une procédure correcte. Et là, la Cour pourra quand même faire ses analyses et nous dire si éventuellement cette procédure est normale ou si, puisque la question c'est, est-ce que la procédure est normale? Et là, si vous l'admettez en tant que politologue ou en tant que sociologue, je l'admets avec vous. Mais si vous me dites que cette procédure est normale, mais est-ce que le contexte le permet? Mais là, je suis pas d'avis. Allez-y. Ce que je suis en train de dire, il faut clarifier deux choses. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a deux possibilités ou deux cas dans lesquels nous sommes. En fait, dans le premier cas ou dans la première hypothèse, je suis en train de dire que Faure Gnassingbé a utilisé les moyens ou ce qu'il arrangeait, les éléments qu'il arrangeait dans le dispositif qui est mis en place pour utiliser, donc pour avoir donc cette ingéniosité-là de pouvoir passer d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Et cela s'est fait à la faveur ou compte tenu de la Constitution qui le permettait, qui donnait donc le pouvoir à l'Assemblée nationale
de pouvoir aller à la majorité. Je n'ai pas forcément le nombre qu'il faut, mais à la majorité de pouvoir changer ce régime-là. Et malheureusement ou heureusement pour Faure Gnassingbé, il avait la majorité à l'Assemblée. Maintenant, la deuxième hypothèse ou le deuxième cas, c'est que oui, le contexte est peut-être on peut mal voir le contexte puisque Faure Gnassingbé est resté longtemps et qu'on voudrait que les choses soient faites de manière transparente ou qu'on voudrait que le peuple, compte tenu de la question majeure qu'est le passage ou le changement d'une république à une autre, il faudrait que le peuple puisse opiner. Ça, je suis d'avis par rapport à cette question, mais par rapport aux éléments qui profitaient à Faure Gnassingbé pendant le contexte ou lors du contexte, cela ne lui permettait pas forcément de pouvoir enclencher sur cette direction-là, parce que ça ne lui permet pas de pouvoir atteindre ses objectifs de manière assez effective et assez rapide. Donc il a eu l'ingéniosité d'utiliser les éléments qui lui permettent de pouvoir aller très vite et de pouvoir atteindre son objectif. Ce qui ne veut pas dire que les éléments qu'il a utilisés sont des éléments déloyaux, puisque ces éléments-là existent. Et donc, l'Assemblée nationale avait la possibilité de le faire et il a utilisé. C'est justement ce que je suis en train de dire par rapport à cette question. Je reste avec vous pour finir. Hein. On va fermer rapidement cette première partie. Est-ce que, alors, quelles seraient les perspectives pour le Togo désormais avec ce régime parlementaire? Les perspectives avec ce régime parlementaire sont très simples. D'abord, je vois deux voies possibles. La première voie, c'est que Faure puisse rester au pouvoir, maintenir donc ce pouvoir exécutif là de manière assez pérenne, parce que il aurait la majorité à l'Assemblée nationale. Et la seconde voie, c'est que l'opposition puisse utiliser donc cette ouverture là, puisque l'ouverture est là. Si l'opposition arrive à mettre en place les mécanismes qu'il faut pour pouvoir contrer la tendance au fil des années au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition, elle pourrait donc revenir et prendre le pouvoir, avoir donc un président du Conseil des ministres qui serait donc issu de l'opposition. Mais cela est peu probable dans le contexte dans lequel on est actuellement. Et je vois beaucoup plus le Togo évoluer sur la première voie, qui est celui de Faure Gnassingbé, qui va encore glader plusieurs années en tant que président du Conseil des ministres, avec donc cette détention du pouvoir exécutif au Togo. Merci à vous. Alors nous passons maintenant au second temps de cette émission. Le Niger qui rompt ses accords avec la Russie. Vous pensez que la lutte contre le terrorisme au Sahel peut se faire sans une coopération structurée avec les grandes puissances? Alors déjà, il est évident que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui passe par une coopération entre les États. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Alors, cette rupture-là qui est venue de façon brusque et surprenante, je pense que elle a été décidée pour des raisons données. Et le Niger, hein, comme on le dit, les États en matière donc de sécurité ont la pleine souveraineté et peuvent décider donc quand les intérêts sont empiétés d'aller dans l'un ou dans l'autre des sens. Vous savez, c'est aussi surprenant parce que nous voyons donc la Russie et la Turquie dont il s'agit comme des États ou des puissances qui, après ces coups d'État-là, ont soutenu militairement en équipement ces régimes-là. Alors aujourd'hui, il y a peut-être une crise, pas de confiance forcément, mais parce que les équipements seraient défectueux ou inefficaces. Peut-être les renseignements donnés ne sont pas aussi pointus que les renseignements qui étaient fournis par les sociétés qui étaient là, notamment une société française qui opérait là, à Niamey. Donc, pour ces raisons-là, et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une guerre communicationnelle et nous n'avions pas forcément accès à toutes les informations, à ce qui se passe sur le terrain. Donc, les Nigériens, ils vivent mieux donc la situation, ils savent mieux ce qui se passe sur le terrain et ils sont quand même assez conscients de cela
et ne veulent pas forcément frustrer donc la population, puisque vous savez, ils ont pris les armes, ils n'ont pas été élus par la population. Donc, si cela n'allait plus sur le terrain, ça va créer dans toutes les casernes, ça va créer dans tous les coins. Et déjà, à voir ce qui se passe déjà dans certaines régions, des gens déjà crient de ce que les équipements sont soit pas assez, donc pour les permettre de combattre soit efficacement sur le front, ou qui n'ont vraiment pas assez à ces équipements-là. Donc, dans ces perspectives-là, je pense que le Niger a trouvé mieux de rompre ces accords-là, mais ne vous y trompez pas, on ne rompt pas ces accords-là parce que ça nous vient à l'esprit, hein. Avant même qu'on ne quitte un partenariat, sachez qu'il y a déjà un autre partenariat en vue. Alors, Régis Rossi, on parle quand même de la Russie. Oui, on parle de la Russie, mais pour opiner sur cette question, il est très important de revenir sur le contexte. Déjà, on sait que le Niger se retrouve dans une région, notamment le Sahel, confronté à certains conflits, notamment le terrorisme. Et ce mal-là est assez particulier parce que ce sont des menaces assez asymétriques et il faut des éléments, des informations donc qu'on peut détenir du renseignement pour pouvoir adresser ce mal-là. Et l'autre élément de contexte qu'on peut faire ressortir, c'est que depuis le coup d'État, les autorités militaires ont voulu se départir ou s'éloigner donc de l'Occident, de la France, des États-Unis, et face à cela, devraient trouver une autre solution pour pouvoir combler ce vide-là par rapport aux éléments dont ils ont besoin pour adresser ces questions sécuritaires au Sahel et principalement au Niger. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de se tourner vers d'autres partenaires comme la Russie et la Chine. Alors, ce qu'il est très intéressant de voir ici dans ce contexte, bien vrai, on parle de la Russie, mais dans le contexte précis, on est en train de voir en fait que le gouvernement nigérien voit que les éléments apportés par les Russes ne permettent pas d'atteindre les résultats escomptés. Et donc, notamment sur le plan du renseignement, et c'est spécifiquement sur ce plan-là que cette coopération avait lieu entre la Russie et le Niger. Ce n'est pas forcément sur le plan de l'arsenal, mais actuellement au Niger, tout récemment, on parlait beaucoup plus d'une coopération sur le plan du renseignement, notamment en ce qui concerne les interceptions téléphoniques, si je ne me trompe pas. Et donc, c'était sur ce plan-là que la coopération avait lieu avec des techniciens russes qui étaient envoyés au Niger pour pouvoir adresser cette question-là, donc qui relève de l'ordre du renseignement. Mais les Nigériens ont trouvé que ces dispositifs ou ce dispositif qui a été mis en place avec ce partenariat n'est pas effectif et ne permet pas d'atteindre les résultats. Et c'est là qu'on voit que sur un plan stratégique, le Niger a opté beaucoup plus pour des partenariats qui permettent d'avoir des résultats. Donc, quand vous n'avez pas de résultats, vous dépâtissez de ces partenariats et on n'est plus dans une logique d'idéologie parce que nous avons décidé de quitter la France. On doit forcément collaborer avec la Russie. C'est beaucoup plus l'indice ou le critère d'appréciation désormais des partenariats au Niger avec les faits récents. C'est qu'il faut que le résultat ait lieu, sinon on rompt les partenariats. Et au-delà de cela, il faut aussi voir le fait que sur un plan opérationnel, sur le terrain, justement, ces éléments-là n'ont pas permis aux forces qui sont sur le terrain de pouvoir adresser les questions. Et quand c'est comme ça, il y a forcément du remous et les personnes qui sont au front ne sont pas forcément d'accord. Je pense que c'est toute cette pression-là qui a amené le gouvernement à être obligé de pouvoir chercher une autre solution et donc une solution beaucoup plus effective pour pouvoir adresser donc, ces questions sécuritaires au Niger. Alors, merci à vous, Laurent Nassara. Cette décision est-elle le prélude à une configuration des rapports de force au Sahel où chaque État privilégie sa survie nationale au détriment d'une stratégie régionale concertée? Déjà, je ne pense pas que le Niger puisse se retirer soit des stratégies mises en place par l'AES,
dans l'alliance dans laquelle le Niger est. Le Niger épouse donc pleinement ces stratégies-là, mais en dehors de ces stratégies qui sont multinationales entre plusieurs États, doit aussi avoir donc des stratégies propres, doit quand même avoir, on parle d'un État, il doit avoir des renseignements en dehors même de la lutte antiterroriste. Le Niger doit quand même disposer de ces moyens-là pour se protéger, même dans le domaine aujourd'hui on parle de piraterie, même si le Niger n'est pas côtier quand même, est frontalier avec des États côtiers qui transportent donc ces ressources vers d'autres États. Donc l'enjeu est là, et le fait que le Niger puisse se tourner vers d'autres partenaires n'est pas synonyme d'une rupture forcément donc avec les stratégies qui existent dans la sous-région. Je pense que il faut toujours donc avoir plus de coopération, surtout en matière de lutte contre le terrorisme aujourd'hui, et il en vaut aussi pour comme vous l'avez dit, le suivi du Niger. Mais là où je m'en vais opiner, c'est que aujourd'hui, vous voyez, nous sommes, c'est comme si nous retournons vers la période de la guerre froide. Il y a deux blocs aujourd'hui, même si nous ne l'acceptons pas. Même si on dit aujourd'hui qu'il y a l'as des non-alliés qui sont incarnés par les BRICS et tout. Mais vous voyez que dans les BRICS, il y a également des gens qui sont de l'Est dont on parlait entre-temps, donc la Russie, la Chine, qui se retrouvent encore dans cette alliance-là. Alors, donc, quand on pense à cela, aujourd'hui, si le Niger ne coopère pas en matière de renseignement avec la Turquie ou la Russie, et d'aucuns auront dit récemment que un partenariat est en train d'être envisagé avec le Maroc et aussi avec les visites qui ont eu lieu. Alors moi, ma question est de savoir si il ne s'agit pas d'une demi-mesure, puisque nous savons tous que les Américains avec qui vous venez de rompre les accords militaires se retrouvent justement encore au Maroc et renseignent ce gouvernement-là, ont des dispositifs, donc ces Américains ont des dispositifs militaires qui sont présents dans ce pays-là, dans cet État-là. Donc même si d'une manière ou d'une autre, on va parler de soft power, donc de l'influence de ces États-là sur ces entreprises qui viennent de ces États-là et qui fournissent du renseignement à l'État nigérien, si nous allons parler de cela d'une manière ou d'une autre, le Niger se tourne vers un État qui est dans l'autre camp. Merci à vous. Alors, Régis Sarossi, la rupture des accords entre le Niger et la Russie signe-t-elle a fait des grandes alliances sécuritaires? Il ne faut pas forcément penser cela, parce que quand on parle de cette rupture de coopération entre la Russie et le Niger, c'est déjà qu'il faut préciser que c'est sur un plan uniquement, et même c'est le plan du renseignement, et même déjà sur le plan militaire en général, d'autres coopérations peuvent venir sur le plan de l'équipement, sur le plan de la formation des militaires. Il y a encore cette possibilité-là de coopérer avec la Russie. Et donc, c'est justement des raisons assez effectives, qui sont quand même les plus en vogue aujourd'hui, qui ont permis à ce que cet accord-là ne puisse pas durer, donc soit donc coupé par le Niger. Mais il ne faut pas dire que c'est la fin, mais que la Russie a encore la possibilité de pouvoir avoir des coopérations avec le Niger, pourvu que par rapport à ces coopérations, les résultats escomptés par les Nigériens soient atteints. Et au-delà même du plan militaire, il y a plusieurs autres plans sur lesquels la Russie a ou peut avoir des coopérations avec le Niger, sur le plan économique, sur le plan touristique ou sur le plan environnemental. Il y a plein d'autres domaines sur lesquels il peut y avoir des coopérations entre la Russie et le Niger. Donc parler d'une rupture totale ne serait pas assez judicieux par rapport à cette question. Merci à vous également,
Laurent Nassara, je rappelle que vous êtes juriste et Régis Arossi, analyste géopolitique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Nous étions au Togo pour le cas de la succession, le régime parlementaire qui prend place au Togo et dont le président est issu de l'opposition. Également les accords le Niger et la Russie qui sont rompus. Alors nous allons rendre l'antenne et on va se dire à dimanche prochain pour un nouveau numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde. D'ici là, portez-vous bien.